Alexandre Bangard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'Union professionnelle vétérinaire. Alors quand on lit ce texte de l'ordonnance qui donne un statut spécifique d'être vivant doué de sensibilité, de propre intérêt et de propre dignité aux animaux qui bénéficient d'une protection particulière, ça c'est le texte. On a l'impression que ça crée quelque chose qui n'existait pas jusqu'ici. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est tout d'abord une déclaration politique d'intention, ce qui est très bien en soi. Ça permet d'ouvrir les portes à la reconnaissance du statut de l'animal, autre qu'un objet, parce que c'est le cas actuellement. Donc pour l'instant, l'animal était considéré comme un objet jusqu'ici. En Wallonie, ça ne l'est plus. En région bruxelloise, ça va changer. Donc c'est d'où la déclaration de l'ordonnance bruxelloise. Oui, en tout cas, en tant que vétérinaire, on ne peut que se réjouir de cette avancée. Oui, alors on va voir si concrètement ça a déjà des effets. Mortimer van der Meren, bonsoir. Vous êtes membre de la Croix-Bleue de Belgique. Alors est-ce que vous pensez que ça va changer les choses ? Qu'est-ce que vous attendez d'un texte comme celui-là ? Alors l'officialisation de ce statut particulier va permettre de renforcer les sanctions à l'égard des contrevenants. Et ça, pour nous, c'est une véritable avancée, puisqu'en tant que refuge, on est confronté quotidiennement à des histoires qui malheureusement sont rarement très positives. Donc voilà. Donc des abandons ou de la maltraitance par exemple. Exactement. Ouais. Donc une avancée significative et qui continue à aller dans le bon sens. Et notamment pour la région bruxelloise qui rejoint un petit peu ce qui a été fait en région wallonne. Donc j'ai envie de dire merci Madame de Batz pour cette avancée. Alors on va voir si vous aussi vous la remerciez. Alors certes vous saluez donc l'existence de ce texte, mais encore faut-il qu'il soit traduit dans les actes. Vous avez des doutes là-dessus actuellement ? Non, pas de doute, parce que c'est le début du processus. C'est-à-dire qu'après cette ordonnance, je suppose que les politiques se plancheront sur ce qu'on appelle le code du bien-être, qui a été publié en Wallonie début octobre. Donc la région bruxelloise est un petit peu en retard, mais certainement va récupérer ce retard et créer son propre code du bien-être. Et ça, ce sera vraiment le texte légal qui assurera entre guillemets, la dignité. Et pour l'instant, qu'est-ce qui règle le bien-être de c'est la loi de 1986 qui est toujours d'actualité en région bruxelloise et qui est beaucoup moins restrictive et beaucoup moins contraignante que, par exemple, le nouveau code du wallon du bien-être. Mais là, on parle de sanctions, des poursuites, par exemple, des personnes qui maltraitent les animaux. Est-ce que vous y croyez, ça, au vu de l'engorgement judiciaire, par exemple ? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que tout dépend de la gravité des faits, évidemment. Si les faits sont pas très importants, ce ne sera évidemment pas poursuivi. J'ose espérer que les faits de maltraitance avérés et importants seront bien poursuivis et que les sanctions seront bien appliquées. Vous osez espérer, donc vous en êtes pas sûr. Mais j'espère, parce que tout le monde connaît l'engorgement des tribunaux. On dira qu'il n'y a pas que la cause animale à gérer au sein des tribunaux, mais voilà, si la loi est là, elle est là pour être appliquée aussi envers la protection des animaux. Et pour l'instant, est-ce que les poursuites sont courantes ou il n'y en a quasiment pas ? Pour l'instant, il faut être honnête, il y a très très peu de poursuites envers des particuliers, envers des entreprises ou des sociétés ou des personnes qui font le commerce de la maltraitance animale, oui. Mais le particulier, pour le moment, n'est pas très impacté par ça. Oui, vous confirmez ça ? Tout à fait. Donc c'est pour ça que ce qui se passe maintenant va de nouveau dans le bon sens, mais il reste des choses à faire, bien entendu. Oui, alors par exemple, est-ce que votre association, il lui arrive de porter plainte dans des cas très graves de maltraitance ? Tout à fait, c'est arrivé, mais donc voilà, effectivement, c'est souvent ici, comme le dit très bien monsieur, ce sont plutôt par exemple des éleveurs ou des industries qui sont condamnés. Le particulier n'est pas soumis à une réglementation qui permette, entre guillemets, de le faire réfléchir avant d'aller flancher, je veux dire, faire flancher les choses par rapport à ce qui va dans le sens du bien-être de l'animal. Tandis qu'en professionnel, voilà, c'est l'industriel ou l'éleveur, lui, voilà. Mais pour l'instant, soyons clairs, un particulier qui maltraite un animal, il ne risque quasiment rien. Pas suffisamment. C'est triste à dire, mais c'est clairement la réalité. Et moi, j'espère, surtout maintenant, on a le code wallon du bien-être animal, j'espère qu'il sera appliqué et que les personnes se rendront obligatoirement d'elles-mêmes responsables de ce qu'ils font avec les animaux.
On voit encore trop souvent, malheureusement, des personnes qui adoptent les animaux, qui les achètent encore pire, et qui les maltraitent par la suite, qui ne les soignent pas, qui ne les entretiennent pas, qui le nourrissent mal. Donc il y a quand même une responsabilité du propriétaire d'un animal de compagnie. Quand il s'engage vis-à-vis d'un animal, c'est pour s'en occuper pleinement et entièrement, et aussi dans la difficulté, parce que c'est facile de l'avoir tout petit, tout joli. Maintenant, il faut s'en occuper toute la vie, et la vie est longue aussi. Alors justement, une association comme la vôtre, vous avez des refuges également. Qu'est-ce que vous prenez comme précaution quand quelqu'un vient adopter un animal chez vous ? Alors, se poser les bonnes questions, et les équipes de la Croix-Bleue font évidemment ce travail de façon à aider les candidats adoptants à se poser les bonnes questions. Il faut savoir qu'on est émotif, et donc que fait le candidat adoptant? Il vient et il voit la pile boule de poil, et donc ça fait fondre. Mais il faut se poser les bonnes questions. Oui, ce que vous m'aviez dit en préparant cette émission, c'est que c'est jamais une adoption définitive chez vous. Disons que d'un point de vue contractuel, nous confions l'animal à titre précaire à l'adoptant, ce qui permet à la Croix-Bleue de récupérer l'animal en cas de constatation de maltraitance ou de détention qui n'irait pas dans le sens du bien-être justement de cet animal. Et ce sont des choses qui arrivent régulièrement, ça? Non, c'est assez rare, parce que justement le travail qui est fait précédemment à l'adoption, c'est vraiment d'aider les gens à se poser toutes les bonnes questions, notamment via un formulaire de questions, via le dialogue, et donc notamment, comme je le disais, on a parfois une personne qui a 90 ans, qui vient pour adopter un chiot de 6 mois, qui va avoir une durée de vie de 15 ans. Voilà, on essaye d'aider la personne, et il nous arrive de refuser des adoptions, parce que justement le but, c'est pas que l'animal se retrouve seul à un moment donné, il faut que cette adoption puisse permettre à l'animal d'avoir une vie épanouie. On pense à l'animal avant tout. Oui. Alors Alexandre Bongartz, est-ce que vous pensez qu'il faut en arriver à un moment donné, comme c'est le cas dans Région Wallonne par exemple, de mettre en place un permis pour pouvoir détenir un animal? Oui, je pense que c'est une excellente mesure, et au sein de l'Union professionnelle vétérinaire, nous sommes tous d'accord avec cette notion. C'est qu'il y a des gens qui ne doivent pas avoir un animal parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, parce qu'ils ne savent pas s'en occuper, parce qu'ils ont eu des antécédents de maltraitance. Donc oui, le permis est quelque chose de très bien. Maintenant, faut-il encore le retirer, surveiller que le retrait de permis de détention d'un animal soit... Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut se doter d'un moyen de contrôle, qu'effectivement, que les conditions du permis soient respectées. Et là-dessus, vous avez quelques doutes. C'est toute une procédure qu'il faut mettre en place, c'est toute une organisation, parce que à partir du moment où on veut retirer le permis de détention à quelqu'un, il faut quand même qu'il y ait une plainte, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait une sanction, qu'elle soit administrative ou judiciaire. Donc il y a tout un processus en aval et qui doit être mis en place. Et ça, pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité en Région Wallonne. Oui. Alors dans votre association, vous plaidez aussi pour la mise en place de ce permis de détenir un animal. Mais est-ce que ça risque pas de rester symbolique finalement Bien justement, comme vient de le dire monsieur, il faut créer tout ce cadre légal. Il faut créer tout ça. Aujourd'hui, on en est aux prémices. Et donc, mais bien sûr, en permis de détention est un moyen de contrôle pour le particulier qui est nécessaire de façon à poursuivre les choses dans la bonne direction. Oui, parce que pour l'instant, les législations qui sont déjà en vigueur, par exemple le système d'identification des chiens qui est obligatoire, est-ce qu'on a moyen de vérifier qu'ils sont bien identifiés ? Alors le problème, c'est que si on prend l'identification des chiens, ça date de 1998, donc ça fait 20 ans que c'est obligatoire. Il y a encore 20 à 30% de chiens qui sont non identifiés. Le chiffre est assez difficile à estimer puisqu'ils ne sont pas identifiés, donc on ne les connaît pas. Mais on voit régulièrement des animaux qui sont encore non identifiés. Les chats, ça fait seulement 1 an à peu près que l'obligation de l'identification existe. Mais n'ayant pas de contrôle, il n'y a pas de garantie que ça se fasse réellement, parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanctions, ou très très peu. Et donc le problème, il est là, c'est que tant qu'il n'y a pas de contraintes et d'obligations et de contrôle et de sanctions derrière, vous avez quand même beaucoup de doutes sur la manière dont ce statut va être appliqué. Voilà, il faut se donner les moyens de le faire. Donc si les politiques se donnent les moyens de le faire, ce sera très bien. Malheureusement... C'est un point de départ. C'est un point de départ, mais de nouveau, si on regarde la ligne du temps dans l'évolution du bien-être animal, les choses ont déjà bien évolué. Donc ce qui se passe là, eh bien, c'est une étape supplémentaire. Il en reste d'autres, mais donc ça évolue, les choses vont dans le bon sens. Donc ce n'est pas insignifiant. Et donc, c'est comme le dit Madame de Batz, ce n'est pas que de l'ordre du symbole. C'est une véritable étape qui poursuit l'évolution des choses. Et il faut que ça soit suivi dans cette direction-là. Parce que c'est ça l'intention politique est une chose, la réalisation concrète sur le terrain. On vous aura compris, en tout cas, et j'espère que le message est passé. Merci d'être venu sur notre plateau.